Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce séminaire Agir, Action de la gouvernance initiée par la recherche que nous avons créé à Dauphine PSL il y a quelques années. L'objectif de ce séminaire, comme vous le savez, c'est de faire venir des chercheurs qui travaillent sur des thématiques qui peuvent avoir un impact sur les problématiques de la gouvernance des universités et de l'enseignement supérieur et de la recherche en général. Nous avons eu plusieurs séminaires, je vous en dis quelques-uns depuis le début. Le premier était consacré aux enjeux des programmes d'égalité des chances. On avait des excellents économistes de l'éducation qui étaient venus présenter des travaux sur l'impact des politiques publiques d'éducation en matière d'égalité des chances. Les enjeux, le deuxième, c'est les enjeux en matière de responsabilité environnementale dans le SR. Troisième, enseignement supérieur pour un investissement plus juste et plus efficace. Toujours à partir de travaux de chercheurs. Quel impact sur l'IA générative? C'était le quatrième dans l'enseignement et la recherche. Le cinquième, c'était sur les finances publiques à l'heure du changement climatique et de la transition écologique. Et puis le sixième, c'était former à la transition écologique et sociale dans le supérieur. Alors aujourd'hui, nous avons vraiment là une grande chance parce que nous avons d'abord la chance d'avoir Alain Fouque qui va ouvrir avec moi, je vais lui céder la parole dans un tout petit instant, ce séminaire. Mais nous avons aussi la chance d'avoir Arnaud Tourin et Daphné Raffiné, donc un physicien et une juriste, ce qui est quand même ce que nous essayons de faire à PSL, de faire rencontrer les disciplines de manière tout à fait sérieuse. Et là, en plus, vous avez commis un ouvrage que j'ai lu, hein, que j'ai trouvé tout à fait remarquable, qui s'appelle Les nouveaux entrepreneurs du public. Donc, je vous le conseille, de la recherche académique à la création d'entreprises. Ça a été publié aux presses des Mines, membre de PSL. Et donc, j'avais pensé que ce serait vraiment intéressant que l'ensemble des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des personnels, puisque ce séminaire est ouvert à toute la communauté universitaire, à Dauphine comme à PSL et au-delà, aux étudiants également. Et donc, l'idée, c'est justement de partager ensemble les résultats de la recherche sur un certain nombre de domaines et ici avoir à la fois un historique des politiques de recherche publique en France, et puis une expérience qui est une expérience tout à fait remarquable de l'Institut Paul Langevin et de la manière dont de la recherche publique on passe aux start-up, on crée des entrepreneurs du public, académique à la création d'entreprises, depuis la loi Allègre jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est la chance que nous avons aujourd'hui en accueillant donc Arnaud et Daphné, que je remercie très chaleureusement pour leur présence. Et je me tais pour laisser la parole à Alain Fuchs, président de PSL. Merci, merci Monsieur le Président, merci Mo. Je suis très, très, très content d'être ici avec vous, et d'assister, pas la première fois, au séminaire Agir. C'est le 7e. Ce séminaire, s'installe aujourd'hui dans le paysage de l'enseignement supérieur comme étant un lieu de réflexion, de discussion, de débat sur un sujet, politique de la recherche en France, de façon très large, qui n'est pas souvent débattu à ce niveau-là d'intervention et avec la qualité des intervenants que tu invites chaque fois. Donc, je voudrais saluer ici ce séminaire Agir de Dauphine PSL. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Bienvenue donc à tous ceux qui nous rejoignent et qui sont plus nombreux, je crois, en vidéo qu'en présentiel. Mais je veux dire moi-même que j'avais assisté aux autres séminaires Agir à distance. C'est quelque chose qui est vraiment très important. Je souhaite longue vie à ces séminaires Agir et je l'espère de qualité aussi marquée et marquante que ça l'a été jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, aujourd'hui, c'est Daphné Raffini et Arnaud Tourin, ce sont des collègues de PSL, d'éminents collègues, qui représentent, une des composantes qui est le SPCI PSL, mais Arnaud est également vice-président donc de PSL et donc c'est un très, très grand plaisir, et un honneur aussi d'être invité à ce séminaire AGIR. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Alors, je présente maintenant Dominique Guélec,
qui est économiste. Personne n'est parfait. Nous avons commencé notre carrière en même temps. Je crois qu'on a un peu travaillé ensemble sur l'impact de l'innovation. Moi, je travaillais sur l'impact de l'innovation sur les avantages comparatifs des pays. Le problème de réindustrialisation était déjà là. Et toi, sur les indicateurs de la science et des technologies et l'économie de l'innovation. Et tu as été, Dominique, à la division des sciences et des technologies de l'OCDE. Tu as beaucoup construit l'économie de l'innovation et des sciences et des technologies à l'OCDE. Et aujourd'hui, tu fais le même travail, mais à l'HCERS, et que tout le monde connaît pour des raisons qui sont que l'HCERS, c'est notre agence de régulation. Enfin, en tout cas, ça devrait être notre agence de régulation réelle, mais bon, en tout cas, c'est notre agence d'évaluation dans une structure à la française qui pourrait peut-être évoluer dans le futur, on l'espère, du moins, voilà. Mais en tout cas, toi, en tant qu'économiste de l'innovation, je suis vraiment très heureux que tu aies accepté de faire cette discussion, de ce travail. Et je laisse tout de suite la parole à Arnaud et Daphné, en changeant de place d'ailleurs, parce que je vais venir m'asseoir à la place de... Non, non, tu peux rester, Alain. D'accord, ok, bah. Merci beaucoup. Merci, cher Moub, de nous avoir invités, Daphné et moi-même, à présenter notre ouvrage Les nouveaux entrepreneurs du public. Merci, Alain, pour ces mots d'introduction. Donc, nous allons faire une présentation à deux voix. Voici le plan de cette présentation. Donc, lorsque nous avons entrepris de rédiger ce livre il y a quelque temps déjà, il y a quelques mois, voire même quelques années, c'était une longue histoire, notre idée première était d'y décrire un modèle d'innovation original que nous avons bâti au sein de l'Institut Langevin, un laboratoire de recherche qui dépend donc de l'ESPCI Paris PSL et du CNRS, un laboratoire de création récente puisqu'il est né en 2009, donc il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et nous tirons en fait de notre expérience un certain nombre d'enseignements qu'il nous paraissait utile de partager, alors d'abord avec nos collègues du milieu académique, ensuite avec les pouvoirs publics et puis peut-être plus avant avec, pourquoi pas, le grand public. Mais plus généralement, l'objectif que nous poursuivions était d'inscrire la description de ce modèle dans un cadre plus large, qui est celui de l'innovation au XXIe siècle, avec l'idée que l'innovation transcende aujourd'hui la figure classique, la figure schumpeterienne de l'entrepreneur innovateur, et que l'innovation n'est plus seulement le moteur de la croissance économique, mais bien un des moyens de répondre aux défis du monde contemporain, et en particulier, évidemment, aux défis environnementaux. Donc, ce sont ça les deux objectifs de ce livre. Et en particulier, nous voulions montrer que depuis la loi Allègre de 1999, que tu as cité, Moub, à l'instant, une nouvelle figure a surgi en fait dans le domaine de l'innovation, c'est la figure de l'entrepreneur du public, c'est-à-dire le chercheur chercheur fonctionnaire qui valorise ses propres travaux par le biais de la création d'une entreprise. Nous y reviendrons un peu plus dans le détail tout à l'heure. Alors, je le disais, ce sera une présentation à deux voix. Je vais dans un premier temps assez brièvement vous raconter l'histoire de l'Institut Langevin à grands traits et de la création du pôle innovation. Le message principal sera qu'à l'Institut Langevin, nous sommes avant tout des physiciens. Et donc, notre premier objectif, c'est d'apprendre à dompter les ondes. Nous sommes des physiciens intéressés à faire de la recherche fondamentale, mais nous nous appuyons sur cette recherche fondamentale du meilleur niveau comme terreau fertile pour l'innovation, avec l'idée de créer des entreprises et des emplois. Et donc, je dirais un mot rapide du constat au moment de la création de l'Institut Langevin en 2009, qui était le nôtre. Il y avait déjà eu de réelles avancées en termes de politique publique en faveur de l'innovation, avec en particulier donc la loi Allègre de 99. On fêtait à cette époque ses 10 ans. Mais il y avait encore bien des verrous à lever. C'est d'ailleurs encore assez largement le cas aujourd'hui, je crois. Mais c'est dans ce contexte que nous avons décidé de créer donc le pôle innovation, et je vous raconterai dans quelles circonstances. Et ensuite, Daphné vous présentera par le menu ce pôle innovation, après l'avoir situé dans un contexte plus général, qui est celui de l'innovation issue de la recherche publique. Donc l'Institut Langevin, c'est ce qu'on appelle dans la terminologie consacrée une UMR, une unité mixte de recherche de l'ESPCI Paris PSL et du CNRS. Donc vous voyez ici les individus qui composent ce laboratoire. Et c'est donc un laboratoire, je le disais en préambule, de création assez récente, puisqu'il est né en 2009 du rapprochement de deux laboratoires de l'ESPCI Paris PSL, à savoir, vous le voyez ici à gauche, le laboratoire ondes et acoustique, et à droite, le laboratoire d'optique physique. Le laboratoire ondes et acoustique était dirigé à l'époque par Mathias Fink, que vous voyez en photo,
il en sera beaucoup question aujourd'hui. Mathias avait créé ce laboratoire dès 1999 et il avait dès 1990 pardon, à l'ESPCI et ce à l'invitation de Pierre-Gilles de Gênes qui était alors le directeur de l'ESPCI. Et Mathias venait en fait d'inventer les premiers miroirs à retournement temporel dont je vous dirai un mot dans un instant. Et puis, Claude Boccara dirigeait quant à lui donc le laboratoire d'optique physique où étaient menées des recherches pionnières, notamment dans le domaine de la tomographie optique cohérente, dont vous avez peut-être entendu parler, plus connu sous son acronyme d'OCT, qu'on utilise beaucoup pour des examens ophtalmologiques. Il était également à l'origine de l'imagerie acousto-optique, qui a pris beaucoup d'importance depuis. Et l'ambition qui a présidé à la création de ce laboratoire était d'y rassembler des chercheurs intéressés par tous les types d'ondes possibles, comme cela est illustré en bas de la diapositive. Autrement dit, on s'intéresse tout aussi bien aux ondes acoustiques qu'à la lumière, mais en passant par les ondes sismiques, les vagues ou encore les micro-ondes. Et donc c'est ça la première particularité de l'Institut Langevin. Nous sommes des marieurs d'ondes et des dompteurs d'ondes. On apprend à dompter les ondes lorsqu'elles se propagent dans des milieux complexes, les plus complexes qu'on puisse imaginer. Et on essaie de tirer de cette compréhension de la façon dont les ondes se propagent dans les milieux compliqués pour fabriquer des appareils qui auront un intérêt dans le domaine de l'imagerie médicale, par exemple, ou bien encore dans le domaine des communications numériques. Alors c'est assez naturellement, au fond, que nous avons choisi de baptiser notre laboratoire du nom de Paul Langevin, peut-être l'un des premiers entrepreneurs du public. Paul Langevin, en particulier, vous le voyez ici donc en photo à gauche, a joué un rôle extrêmement important sur un plan institutionnel à l'ESPCI, puisqu'il en a été le directeur pendant plus de 20 ans, jusqu'à son décès en 1946. Et avant cela, il en avait même été le directeur des études quasiment pendant 20 ans aussi, et il était aussi un ancien élève de l'école, de la 7e promotion, pour être tout à fait précis. Mais évidemment, Langevin est surtout connu pour avoir été un physicien hors pair, un physicien de haute volée. Il est notamment connu pour l'équation qui porte son nom dans le contexte du mouvement brownien. Il est aussi celui qui a apporté la première démonstration de la loi de Curie, célèbre dans le domaine du magnétisme. Et puis, il était un grand ami d'Einstein et il a contribué à populariser les idées d'Einstein sur la relativité. Il a d'ailleurs donné les premiers cours au Collège de France sur la relativité. Il était aussi un acteur citoyen engagé au Parti communiste, en l'occurrence. Et puis, il était un inventeur. Et donc, ce que vous voyez ici au milieu, c'est un extrait d'un de ses brevets d'invention qui date de 1916. Donc, on est dans le contexte de la Première Guerre mondiale. Et quand vous lisez ce document, vous réalisez que ce n'est autre que l'invention du sonar, même si à l'époque, il n'avait pas baptisé cet outil sonar. Il s'agissait du sondeur acoustique de Florisson-Langevin. Mais c'était effectivement le principe du sonar. C'est l'idée que c'est un appareil qui émet une onde acoustique en milieu sous-marin et qui détecte les échos éventuellement produits par des cibles, ce qui permet de détecter les dites cibles, donc les sous-marins ennemis en l'occurrence. Alors, en prenant un petit raccourci, j'en conviens, on peut dire que cette invention a été rendue possible par la découverte quelques 36 ans plus tôt par les frères Pierre et Jacques Curie de la piézoélectricité, de l'effet piézoélectrique. Alors je les mentionne parce que 1880, c'est 2 ans avant la création de l'ESPCI, qui a donc été créée en 1882. Et Pierre Curie a été l'un de ses professeurs éminents. Vous savez aussi qu'évidemment, avec son épouse Marie, ils y ont découvert le radium, ce qui leur a valu le prix Nobel de chimie en 1903. Et donc, qu'est-ce que la piézoélectricité en quelques mots? Un matériau piézoélectrique tel que le quartz est un matériau qui est capable de se polariser lorsque vous le déformez. Et réciproquement, si vous lui imposez une tension électrique, il se met à se déformer. Autrement dit, avec un tel matériau, vous pouvez fabriquer ce qu'on appelle aujourd'hui des transducteurs piézoélectriques, qui sont à la base de la technologie non seulement des sonars, mais également de l'échographie médicale, dans le domaine de l'imagerie médicale du corps humain. C'est autrement dit un transducteur piézoélectrique, tout à la fois un haut-parleur et un microphone, mais dans une gamme d'ondes qu'on n'entend pas, c'est ce qu'on appelle donc les ultrasons. Donc vous voyez, il y avait toutes les bonnes raisons de baptiser notre laboratoire du nom de Langevin, et donc on s'efforce, en toute humilité, de s'inscrire dans cette longue tradition. C'est le cas tout particulièrement de Matthias Fink, et je voudrais maintenant vous montrer comment on peut, à partir de questionnements très fondamentaux, relevant vraiment de la physique fondamentale, comment on peut innover. Et donc un bon exemple assez emblématique à cet égard est celui des miroirs à retournement temporel, qui ont donc été imaginés par Mathias à la fin des années 80 comme un moyen de faire revivre à une onde sa vie passée. Et là, la question n'était pas tant d'aller vers des applications, même si vous allez voir que ça a donné lieu effectivement à beaucoup d'applications in fine.
La question que se posait Mathias, c'est tout simplement, est-il possible de faire revivre à une onde sa vie passée? Alors c'est une question qui peut paraître anodine, mais que les physiciens s'étaient posés préalablement au 19e siècle, plutôt pour des particules. C'était notamment le débat qui avait agité le monde de la physique au 19e siècle, et particulièrement les deux physiciens autrichiens célèbres, Boltzmann et Loschmidt. Effectivement, quand on regarde les équations qui gouvernent la physique à l'échelle microscopique, elles sont invariantes par renversement du temps. Or, nous savons bien qu'à l'échelle macroscopique, il existe ce qu'on appelle une flèche du temps, qui nous condamne toutes et tous à vieillir. Et donc, cette question de l'émergence de l'irréversibilité à l'échelle macroscopique, à partir d'équations fondamentales qui, elles, sont réversibles, est une question vraiment au cœur de la physique, et y compris de la physique des ondes. Et donc, Mathias a répondu à cette question de façon positive, avec ces fameux miroirs à renversement du temps, dont le principe est illustré ici à droite du transparent. Alors, je décris très rapidement une expérience typique de renversement du temps réalisée dans le domaine des ondes acoustiques. Vous voyez l'individu qui est ici dit bonjour. Pour dire bonjour, il fait vibrer ses cordes vocales, donc il crée une onde acoustique, une onde de pression qui se propage de proche en proche et qui peut être mesurée ici sur un réseau de microphones. Ces microphones vont transformer ces ondes acoustiques en signaux électriques qui peuvent être numérisés, stockés dans des mémoires d'ordinateur. Et l'idée, elle est toute bête. L'idée est de relire à l'envers chacune des mémoires de façon à créer des signaux renversés dans le temps que l'on va utiliser dans une deuxième étape pour faire vibrer des haut-parleurs qui doivent être localisés strictement au même endroit que les microphones. On va ainsi créer une onde renversée dans le temps qui va revivre les étapes antérieures de sa vie passée et qui va reconverger sur la source qui lui a donné naissance, comme vous le voyez ici. Alors, si je suis très méchant, ce qui n'est pas mon cas, je peux amplifier le signal avant de le réémettre pour obliger l'individu à se taire. Autrement dit, le retournement temporel est une technique de focalisation qui permet potentiellement de transmettre une information là où on veut et à l'instant où on veut, mais qui permet aussi de créer une énergie éventuellement considérable, par exemple pour apprendre à casser un calcul rénal ou une tumeur à travers la boîte crânienne d'un patient. Donc vous voyez que ça ouvre des perspectives extraordinaires, mais à l'origine, ce qui avait guidé Mathias lorsqu'il a imaginé ses premiers miroirs à renversement du temps, ce n'était pas tant les applications que sa volonté de répondre à une question qui obsédait à l'époque les physiciens. Alors je vous ai dit un mot des applications potentielles. Une des premières auxquelles on a pensé, ce sont les communications. En effet, lorsque vous avez votre téléphone portable, vous savez que pour se faire repérer par la station de base la plus proche, votre téléphone émet en permanence des petits clics électromagnétiques qui sont mesurés donc sous la forme d'une onde électromagnétique au niveau de la station de base la plus proche. Et donc on peut imaginer que le signal qui a été mesuré au niveau de la station de base peut être renversé dans le temps, enrichi du message à transmettre, puis réémis de façon à ce que le message ne soit focalisé que sur la personne à laquelle il est destiné. Et donc c'est intéressant parce que ça signifie que dans une même bande passante, vous pouvez focaliser des messages distincts en différents points de l'espace, même si ces points sont très proches les uns des autres. Donc nous avons cherché à l'époque, au milieu des années 2000, des partenaires potentiels en France, des grands groupes industriels qui pourraient être intéressés au sujet. Nous n'avons pas réussi à les intéresser suffisamment, ce qui nous a conduit à créer, sans doute trop tôt, une start-up qui s'appelait Time Reversal Communications. Et vous le voyez que l'on a créé en 2008. 2008, c'est la crise des subprimes qui éclatait quelques semaines plus tard, si bien que cette start-up a vivoté, il faut bien le dire. Elle a été rachetée finalement par Bull et intégrée dans le groupe Atos, mais nous ne sommes jamais vraiment parvenus à aller vers les téléphones à retournement temporel. Alors on pourrait se dire que, après tout, c'est une mauvaise expérience, mais qui nous a appris tout de même des choses. Il faut tout de même avoir en tête que depuis quelques années, un géant chinois de l'industrie des télécoms s'intéresse de très près au sujet. Et donc on pourrait imaginer peut-être avoir dans nos poches un jour des téléphones à retournement temporel. En tout cas, dans le contexte de la 6G, le retournement temporel est envisagé comme une des technologies prometteuses. Le retournement temporel peut être utilisé non seulement pour focaliser physiquement en un point de l'espace, mais peut être également utilisé pour focaliser dans l'ordinateur. Et donc, sans rentrer dans les détails, cela permet en particulier de rendre n'importe quel objet tactile, n'importe quel objet de la vie courante tactile, comme vous voyez ici par exemple l'écran d'iPad, ce qui nous a conduit en 2003 à créer une société qui s'appelle Sensitive Object, qui a compté jusqu'à 40 salariés
et qui a été racheté par Tyco Electronics, qui est donc aujourd'hui une entreprise américaine. Nous pourrons y revenir, c'est l'une de nos préoccupations, mais vous allez voir que dans la plupart des cas, lorsque nos startups ont bien réussi, dans la phase de scale-up, dans la phase de croissance, nous ne sommes pas parvenus à trouver des entreprises auxquelles s'adosser en France, si bien que les entreprises sont parties à l'étranger. Et donc vous voyez qu'à l'époque, elle avait été rachetée pour 62 millions de dollars. Troisième exemple d'application du retournement temporel, l'imagerie médicale. Ce que vous voyez ici, c'est un échographe ultra rapide au sens où il vous fournit 10 000 images par seconde, contrairement à un échographe conventionnel qui fournit 50 images par seconde. Vous me direz, 50 images par seconde, c'est déjà de l'imagerie temps réel, mais en ayant un imageur qui fonctionne à 10 000 images par seconde, il devient possible de filmer la propagation des vibrations dans le corps humain. Or, vos corps sont en permanence parcourus par de telles vibrations. Ici, vous êtes assis, vous ne parlez pas et donc on pourrait penser que vous n'êtes pas sujet à de telles vibrations, mais au gré des battements cardiaques, vous créez des micro-tremblements de terre dans votre corps qui sont à l'origine de ces micro-vibrations. Et ces ondes élastiques, ces vibrations ont le bon goût de se propager à une vitesse qui est assez faible, entre 1 et 10 mètres par seconde, et qui dépend directement de la dureté locale de vos tissus. Or, la dureté est peut être souvent reliée à une pathologie. Et donc, cet appareil permet en particulier de faire de façon très efficace le diagnostic du cancer du sein. Donc, vous voyez que cette start-up a été créée en 2005 donc par Mathias Fink, Michael Tanter et leurs équipes. À l'époque, ce fut une des levées de fonds les plus importantes de capital risque en Europe qui a permis de créer cette société dans le domaine de l'imagerie médicale. La société est entrée en bourse en 2014, donc elle a fait son IPO. Elle compte aujourd'hui environ 170 salariés, dont 85 en France, et en 2019, elle a été rachetée par une entreprise américaine, Hologic, et plus récemment, en 2023, elle a été rachetée par un fonds de private equity des Émirats arabes unis. Vous voyez ici son chiffre d'affaires, 25 millions d'euros en 2021. Alors j'irai plus vite, mais avant même la naissance de l'Institut Langevin, vous voyez que nous avions déjà cultivé cette propension à innover. Et deux autres entreprises avaient été créées. Ecosense, tout d'abord, la première en fait d'entre elles en 2001, donc juste après la promulgation de la loi Allègre. C'est une société qui vend un appareil que vous voyez ici qui s'appelle le FibroScan, qui est le golden standard dans le domaine des maladies du foie. C'est un appareil qui, un peu à l'instar d'un échographe, permet de mesurer de façon automatique le degré de fibrose hépatique, donc dans le contexte des maladies du foie. Vous voyez que cette société compte environ 150 salariés et a été rachetée en 2011 par un géant de l'industrie pharmaceutique chinois. Et puis, dernière entreprise à avoir été créée avant même la naissance de l'Institut Langevin, sous le nom d'LLTech. Elle porte aujourd'hui le nom de Acquire Biosciences. Elle est installée aux États-Unis et c'est une société qui commercialise un microscope révolutionnaire que vous voyez ici, qui permet de faire de la biopsie optique temps réel. Donc vous voyez qu'on avait cette culture de l'innovation, mais lorsqu'on faisait le constat de l'écosystème dans lequel nous évoluions à l'époque, même s'il y avait eu de réelles avancées, j'ai cité à plusieurs reprises la loi Allègre, il y avait encore bien des verrous à lever. Alors je souligne quand même ici qu'avant la loi Allègre, il faut bien avoir conscience qu'un chercheur sous statut public qui participait à la création d'une entreprise valorisant ses propres travaux était ni plus ni moins coupable de prise illégale d'intérêt. Donc ça a été un vrai changement de paradigme, cette loi, et ça a permis donc à des chercheurs comme ceux de l'Institut Langevin de créer des entreprises. On peut évidemment citer aussi comme réelle avancée la loi relative au statut de la jeune entreprise innovante en 2004, la loi de programme pour la recherche qui a également apporté un certain nombre d'améliorations. Mais force était de constater à l'époque que de nombreux verrous étaient encore à lever. En particulier, on le sait bien ici autour de cette table et à distance, les laboratoires tels que l'Institut Langevin et les autres laboratoires de l'université PSL évoluent dans un paysage institutionnel et réglementaire particulièrement complexe. C'est notamment lié à la multiplicité des tutelles et à chaque tutelle sa propre structure de valorisation. Et le constat à l'époque était que ces structures de valorisation, loin de jouer la complémentarité, étaient souvent dans une forme de concurrence. Et par ailleurs, l'offre de services qui nous était proposée était souvent assez largement inadaptée. De façon plus générale, c'était vrai à l'époque, c'est encore sans doute vrai aujourd'hui. On pouvait pointer le manque de financement public. On était encore loin, et on est encore loin aujourd'hui, de la promesse de Lisbonne. Je rappelle ici qu'en 2000, au sommet de Lisbonne, les chefs d'État s'étaient promis de consacrer 3% du PIB aux dépenses de R&D. On est aujourd'hui à 2,2%, c'était déjà le taux à peu près à l'époque.
Et puis, du côté des financements privés, il était difficile à l'époque de trouver des investisseurs, tout particulièrement de la phase de croissance des startups. Ça n'était déjà plus tout à fait un sujet que de créer des startups, mais assurer leur scale-up, et je l'ai évoqué sur quelques-uns des exemples, c'était compliqué, ça reste une difficulté aujourd'hui. Et c'est donc dans ce contexte que nous avons créé le pôle innovation, et pour ça, nous nous sommes saisis d'une opportunité, le programme des investissements d'avenir, qui a été lancé sous la présidence Sarkozy donc en 2010. Valérie Pécresse était sa ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de l'époque. Et donc, nous avons postulé à l'appel à projet LABEX, LABEX pour laboratoire d'excellence, et nous avions déposé à l'époque un projet intitulé Wi-Fi, Wi-Fi pour Waves and Imaging, From Fundamentals to Innovation, donc acronyme qui résume l'esprit dans lequel nous travaillons, aller du très fondamental au très appliqué et réciproquement. Et nous avions bien en tête à l'époque qu'il fallait absolument se doter d'une stratégie d'innovation. Mais nous ne savions pas réellement comment la bâtir. Et c'est dans ce contexte que nous avons attiré à nous Daphné Raffini. Nous la connaissions en fait déjà très bien, puisque Daphné avait accompagné un certain nombre de nos projets d'innovation, car à l'époque, elle était responsable du service partenariat et valorisation de la délégation Paris-Michel-Ange, autrement dit de la délégation du siège du CNRS. Donc nous avions déjà l'habitude d'interagir. Nous l'avons donc convaincue de nous rejoindre et depuis lors, elle est immergée dans ce monde de physiciens. Il fallait avoir un certain tempérament, et c'est le cas, pour être au milieu d'une centaine de physiciens, de ne pas s'en laisser compter et de leur apprendre, de les apprendre à innover et de les accompagner dans tout ce processus. Elle a donc bâti une véritable innovation organisationnelle au carrefour de la recherche, du droit et de l'entrepreneuriat. Elle a mis en place une stratégie qui repose sur une vision exhaustive des activités de recherche et d'innovation du laboratoire, là où une structure de valorisation traditionnellement n'a accès qu'au projet qui lui est soumis et donc ne le situe pas dans le contexte global du laboratoire. Et elle a mis en place toute une panoplie très complète de services qui permettent à nos chercheurs d'innover. Et donc sans plus tarder, je vais donner la parole à Daphné. Merci Arnaud. Pardon, juste avant de vous donner la parole, je voudrais dire que donc il y aura la discussion ensuite par Dominique Guélec auquel vous pourrez répondre. Ensuite, Florence Gelin, traditionnellement, qui est notre DGS, on s'est réparti les rôles, saisit les questions du public qui sont à distance pour que vous puissiez aussi y répondre collectivement. Alors, merci beaucoup, Daphné. Mais c'est moi qui vous remercie. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous et puis d'avoir un éminent économiste, enfin, plusieurs éminents économistes. Nous ne sommes pas des économistes en réalité, nous sommes des praticiens de l'innovation. Donc Arnaud est scientifique, je suis juriste de formation, mais tout comme Marx et Schumpeter, je crois qu'ils étaient eux-mêmes juristes de formation. Donc voilà, je vais sur des domaines qui ont déjà été empruntés. Donc pour compléter les propos d'Arnaud, je vais m'extraire en réalité de la vision de l'Institut Langevin. Donc à l'Institut Langevin, il vous l'a expliqué, ils avaient une appétence pour innover. Pour autant, il y avait un problème qui dépassait évidemment la problématique de l'Institut Langevin et qui avait été identifié dans de nombreux rapports. Et à compter de notamment 2012, c'était régulièrement réitéré par la Commission européenne. Il y avait une faiblesse de la France, pas uniquement de la France, il y avait d'autres États qui peinaient à innover et notamment à transférer les résultats de la recherche et surtout les transformer en innovation. Et pour autant, en France, eh bien, on savait pouvoir compter sur une excellente recherche. Pour le coup, la France était 6e en matière de publication et 12e pour les brevets. Et peut-être pour expliquer cette problématique, il était intéressant aussi de dire qu'à cette époque, donc en France, les chercheurs étaient autorisés à créer des entreprises et pour autant, en France comme en Europe, on avait finalement assez peu de données sur ces entreprises issues de la recherche publique. C'était un écosystème qui n'était pas très bien connu. Et par ailleurs, les établissements publics et autres organismes de recherche avaient tendance finalement à calquer les pratiques du privé, donc l'innovation qui était issue, l'innovation schumpeterienne du XXe siècle, sur finalement ces startups qui pour autant étaient spécifiques. Alors, pour vous expliquer notre vision des choses, avec notamment Arnaud, mais d'autres scientifiques, eh bien,
Arnaud vous l'a déjà expliqué, on a vu qu'il y a un changement qui s'est opéré entre le XXe siècle et le XXIe siècle. Et à compter du XXIe siècle, la recherche scientifique devient une priorité, non pas seulement pour l'Europe, pour les États-Unis ou la Chine, mais c'est une priorité à l'échelle internationale. Dans le livre, d'ailleurs, on présente le modèle en Afrique. Et pour autant, il faut comprendre que derrière cette stratégie d'innover, alors quand on parle d'innovation issue de la recherche publique, il est vrai qu'en Europe, on a tendance à parler de l'économie de la connaissance, puisque les chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent à Lisbonne en 2000 reprennent ce concept qui vient justement plutôt de l'Europe. Et pour autant, qu'est-ce qui se joue? Eh bien, en réalité, et on n'en parle pas tellement, c'est véritablement la défense de modèles de société. En tout cas, selon nous, on vit une période, alors on parle actuellement, il y a des tensions géopolitiques, on parle de Sud global versus les démocraties occidentales. Pour autant, si on regarde ce qui se passe d'un point de vue scientifique et technologique, on peut, en affinant un peu le regard, distinguer dans les démocraties occidentales deux grands courants. On a le courant américain qui réaffirme à travers sa première stratégie sur les technologies critiques et émergentes leur logique de capitalisme de marché. Donc, ils sont dans cette approche, finalement, c'est un principe de continuité par rapport au XXe siècle. Et pour autant, à l'arrivée de Biden au pouvoir, on voit qu'il réintègre les accords de Paris, qu'il investit massivement dans les technologies vertes. Et par ailleurs, un rapport de la CIA pointe une problématique qui est assez spécifique aux États-Unis, ce sont les inégalités de toutes sortes. Donc, mais pour autant, voilà, les Américains, ils ont un modèle, ils veulent rester leader mondial, c'est une chose. La Chine, c'est différent. La Chine, elle ne s'est pas intéressée à la science et les technologies récemment. En réalité, alors j'ai lu un certain nombre d'études et je pense que Dominique connaît certainement mieux que moi ce sujet, mais manifestement, on a tendance à dire que dans les années 70, elle a beaucoup investi parce qu'elle voulait rattraper son économie. Après, il y a d'autres auteurs que j'ai pu lire qui expliquent qu'en réalité, lorsque le Parti communiste a pris le pouvoir, ils misaient déjà sur les sciences et les technologies. Bon, ça, ce n'est pas tellement notre problématique, mais il s'avère qu'en novembre 2020, la Chine publie son 14e plan quinquennal et elle affirme d'une part qu'elle souhaite devenir autonome du point de vue des techniques et du point de vue scientifique, et surtout, et c'est assez inédit, elle affirme qu'elle veut être leader mondial dans les 15 ans à venir. Et donc, il y a un certain nombre d'auteurs qui, évidemment, examinent ce processus chinois, et notamment, il y a un professeur au Canada qui explique qu'en réalité, c'est un processus graduel d'industrialisation, de marchéisation et de mondialisation. En réalité, nous, on a tendance à penser, mais encore une fois avec nos prismes, qu'ils pratiquent l'innovation dans un régime proprement communiste, puisqu'il y a une libéralisation économique sans libéralisation politique. Et quelle est la situation en Europe? En Europe, c'est encore un autre modèle. C'est un modèle, les économistes qualifient souvent notre société comme une économie sociale de marché. Et en réalité, nous, on prône une innovation, on va dire, responsable, inclusive. Arnaud le rappelait tout à l'heure. Et donc, il y a ces trois modèles qui se jouent et nous pensons qu'à travers le modèle européen, il y a actuellement une véritable prise de conscience au niveau de la Commission européenne qui vient au mois de janvier 2024 de faire une proposition aux États membres en leur disant actuellement, on a des volontés parce qu'on est ouvert au monde, mais nous devons être vigilants et nous devons protéger cet écosystème de la recherche et de l'innovation. Et à titre d'exemple, il propose que les acteurs européens qui ont des partenariats à l'international avec d'autres acteurs de par le monde incluent, par exemple, moi je trouve ça plutôt intelligent, une clause dédiée aux valeurs de l'Union européenne. Et si notre partenaire international ne respecte pas ces valeurs, eh bien, on peut mettre un terme à la collaboration. Donc voilà, selon nous, il y a quand même un enjeu crucial. Et par ailleurs,
si l'innovation issue de la recherche scientifique, c'est pas seulement la recherche publique joue un rôle important et il est peut-être donc utile de montrer les spécificités de notre écosystème de l'innovation issue de la recherche publique. Merci Arnaud. Alors ces spécificités, il y en a un certain nombre, je vais vous en présenter 6. En l'occurrence, ce sont des projets entrepreneuriaux qui sont souvent issus de recherches très fondamentales. En tout cas, à l'Institut Langevin, nous sommes plutôt sur des projets qui sont maturés sur plusieurs années, 5 à 10 ans, parce qu'en réalité, nous ne proposons pas des plateformes numériques, ni on travaille bien entendu sur l'intelligence artificielle avec d'autres acteurs. C'est de nos jours un impondérable. Mais pour autant, on est dans la haute technologie et le temps est long. Nos projets, en général, sont en rupture par rapport, puisque évidemment, on porte des recherches de pointe. Et l'objectif, c'est vraiment de répondre à des enjeux sociétaux lato sensu. Arnaud vous a montré quelques sociétés. On en a beaucoup dans le domaine de la santé. On en a aussi dans le domaine des télécommunications. Il vous a parlé aussi de sensitive object. Là, en l'occurrence, il est question de domotique. Donc, les retombées avec les ondes, on peut faire beaucoup de choses et les applications sont plurielles. Alors, une autre spécificité qui est importante, alors je crois qu'il y a plusieurs courants chez les économistes, mais il y a une économiste qui s'appelle Mazzucato, qu'on aime bien parce que finalement, elle a écrit un livre qui s'appelle «L'État entrepreneur». Et en l'occurrence, les startups issues de la recherche publique, évidemment, sont financées principalement par l'État, notamment avant création de l'entreprise. Et ça, c'est une spécificité. Donc, c'est bien l'État qui dérisque et ce ne sont pas les capitaux risqueurs qui, malheureusement, encore aujourd'hui, même s'il y a un changement de paradigme, ils arrivent souvent trop tard et surtout, ils investissent dans les startups de l'entreprise lorsque le projet est dérisqué, lorsque finalement, ils savent qu'on va pouvoir atteindre un marché. C'est une faiblesse notamment de l'écosystème européen. On retrouve moins cela aux États-Unis, on l'explique dans le livre, on l'étaye. Donc voilà. Autre point important, démarrage de la start-up, la propriété intellectuelle n'appartient pas à la start-up. Elle appartient aux établissements publics. Là encore, on a des critiques, même d'investisseurs qui sont finalement habitués depuis quelques années à travailler avec ces start-up issues de la recherche publique et qui viennent nous dire mais on ne comprend pas pourquoi les brevets ne sont pas cédés. Et bien, concrètement, il y a une logique qui est plutôt saine. On sait que le monde des start-up est compliqué et donc au démarrage de l'entreprise, les établissements ne cèdent pas les brevets à juste titre, puisque si l'équipe n'arrive pas à porter le projet, eh bien la recherche va pouvoir et les chercheurs vont pouvoir continuer à travailler sur ces sujets. Donc en réalité, la cession est possible à partir du moment, et là c'est vraiment une sécurité des établissements, et ils ont bien raison, ils vont céder la propriété intellectuelle lorsque l'entreprise est viable. Il n'empêche, et moi je le vois sur un certain nombre de nos startups, et notamment sur une de nos jeunes startups, que ça n'empêche pas les chercheurs et l'équipe de la startup à constituer un portefeuille de brevets en parallèle. En l'occurrence, il arrive même que parfois les brevets Princeps qui ont été licenciés à la startup, finalement parce que l'équipe est très très bonne et elle a été plutôt maligne, ils vont déposer des brevets plus simples et finalement les brevets Princeps, on va les garder plus comme brevets défensifs, mais peut-être qu'à terme, on ne va pas les exploiter. Voilà, donc ça, c'est une chose qui est importante. Autre point qui est important à savoir, même si au démarrage, certaines de ces startups vont sur des marchés de niche et en l'occurrence, pour essayer de trouver un marché relativement tôt, elles vont souvent se positionner notamment sur le marché de la recherche. Le marché est mondial pour ces startups de haute technologie et donc c'est une chance pour faire croître ces entreprises, ce qui n'est pas le cas dans le privé. C'est vrai que le marché, c'est quelque chose d'extrêmement important quand vous créez l'entreprise, mais il est vrai que toutes nos startups, les dispositifs ou les instruments et autres qu'elles proposent, ça va intéresser le monde entier. Donc c'est un point qui est très fort et qui est parfois qui justifie aussi qu'on investisse allègrement dans ces startups. Sur les fondateurs, en grande majorité, ils sont issus du public au démarrage de l'entreprise et ils vont jouer un rôle majeur, pas seulement au démarrage de l'entreprise, pas seulement avant, mais bien entendu pendant. Et ça, c'est aussi une critique qui nous agace parce que le monde de l'investissement est
parfois aussi, les gens du secteur privé viennent discuter avec nous sur le distinguo entre opérationnel, non opérationnel. Il s'avère qu'avec la loi de 1999, les chercheurs sont cofondateurs et ensuite, soit ils décident d'intégrer l'entreprise, ce qu'ils ne font pas toujours, soit ils peuvent simplement accompagner l'entreprise à travers ce qu'on appelle un concours scientifique qui correspond à de la consultance. Il y a un certain nombre de dispositifs et nous, ce que nous mettons en place à Langevin, c'est ce qu'on appelle un accord cadre avec ces entreprises, parce qu'on sait que comme ce sont des entreprises en rupture, pour qu'elles gardent leur avance technologique, il faut qu'elles continuent à travailler avec le laboratoire. Et en fait, avec la loi Pacte de 2019, les non opérationnels, comme on les appelle, c'est-à-dire ces gens qui vont accompagner l'entreprise mais qui ne vont pas rentrer à 100% dans l'entreprise, eh bien, ils peuvent de nos jours consacrer 50% de leur temps à l'entreprise. Donc cette notion ne fait aucun sens et l'expérience, nos retours d'expérience, nous prouvent que si nous avions laissé la main à uniquement les opérationnels, l'entreprise, elle n'aurait pas survécu très longtemps parce que par ailleurs, les chercheurs en général, non seulement connaissent très bien l'état de la science, mais également l'état des technologies dans les domaines évidemment sur lesquels ils travaillent, que d'autre part, ils bénéficient de réseaux, d'une visibilité, et donc qu'il y a on a sauvé des boîtes, notamment grâce à certains ambassadeurs, pour ne pas citer évidemment Mathias Fink. Et donc voilà, donc c'est une autre réalité qu'il faut prendre en compte. Et ce qui m'amène à dire que le modèle qui est proposé, et nous on le partage et encore une fois, on respecte, mais dans les écoles de commerce, on enseigne que lorsque l'on crée une entreprise, parce que nous, on a beaucoup d'étudiants maintenant qui veulent créer des entreprises et qui viennent nous expliquer ce qu'ils ont appris dans les écoles de commerce. Et on leur a expliqué que lorsque l'on crée l'entreprise avec des chercheurs du public, c'est 80 pour les étudiants et 20 pour les chercheurs. Alors, évidemment, on ne défend absolument pas ce modèle au regard de ce que je vous ai dit antérieurement. Et d'autre part, parce que euh, comment dire? Les chercheurs finalement, si on fait le compte, ils ne sont pas propriétaires de l'API, ça appartient aux établissements publics. On les autorise à créer des entreprises et puis lorsqu'ils créent des entreprises, on leur dit: «Toi, tu vas être un actionnaire minoritaire». Mais enfin, il n'empêche que c'est quand même les chercheurs qui, au démarrage, ont apporté la valeur à l'entreprise et c'est eux qui vont pousser cette entreprise en général. Et donc cette idée du 80-20 ne fait pas sens, d'autant plus que dans le privé, si demain je veux créer une entreprise qui n'a absolument rien à voir avec le domaine de la recherche, et si j'ai envie d'investir 100 000 € et que, en l'occurrence, les autres investisseurs ont envie de mettre 10 000, bon, il me semble que la répartition, elle se fait aussi au regard d'un apport financier, ce que font les chercheurs au démarrage de l'entrepreneuriat. Donc voilà, donc ça c'est une première critique. Et ensuite, seconde critique, c'est que nos chercheurs sont tout à fait réalistes. C'est qu'ils, au fur et à mesure des levées de fonds, ils n'ont pas du tout peur de la dilution. En revanche, ce que l'on constate, c'est qu'il y a systématiquement donc ce sujet qui revient lors de nos échanges sur toutes les startups, à toutes les étapes d'évolution des entreprises. Et pour autant, on a une start-up, en l'occurrence, dont je vais parler, qui s'appelle Greenerweb. Si on avait respecté le 80-20, c'est ce que nous proposait d'ailleurs le CEO et c'est ce que conseillait le cabinet d'avocats qui accompagnait l'entreprise, et bien la start-up, elle serait morte en 2018, très clairement, parce que le CEO n'a pas su faire croître cette entreprise. Et que finalement, ce sont les chercheurs, avec d'autres investisseurs, mais également d'autres institutionnels, qui ont permis de sauver cette entreprise. Donc voilà, donc voici quelques spécificités de l'écosystème de l'innovation issue de la recherche publique. Si j'ai un peu de temps, j'aimerais maintenant vous présenter le pôle innovation. Et donc sur cette problématique qu'avait l'Institut Langevin et qui finalement rejoignait un petit peu la problématique plus générale de la difficulté à transférer les résultats de la recherche dans le secteur privé, notamment à créer des entreprises, eh bien, une des problématiques relevait d'un problème organisationnel et de service, comme vous l'a expliqué Arnaud, et comme l'innovation est plurielle, on a mis en place, parce que je l'ai fait grâce à vous et avec vous, cette innovation
organisationnel et de service. Alors, notre ambition, vous l'avez compris, c'était évidemment d'enrichir le savoir dans le domaine de la physique des ondes, mais également finalement dans celui de l'innovation, parce que par ailleurs, moi j'avais identifié que, notamment en Angleterre, il y avait un certain nombre d'acteurs qui s'entouraient de juristes et qui étaient capables de défendre ces entreprises, ce qui n'était pas le cas en France. Et alors, lorsqu'en plus on parle de start-up issues de la recherche publique, on peut imaginer qu'il y avait dans le domaine du juridique, pareil, un certain nombre de problématiques qui n'étaient pas prises en compte. Si on prend les contrats de consultants sur les startups en création du pôle innovation, on pouvait par exemple se rendre compte qu'il y avait des clauses qui n'étaient pas applicables à des scientifiques. Il y a un certain nombre de sujets, en réalité, qu'on aurait pu examiner. Je vais parler d'un autre sujet qui me tient à cœur, ce sont les règles de déontologie. En fait, c'est très marrant parce que le gouvernement a compris qu'il fallait de nouveau simplifier. D'ailleurs, l'État, cette année, a expliqué, d'ailleurs, et s'est adressé à tous les hauts fonctionnaires en leur disant il faut innover d'un point de vue organisationnel parce qu'on a un déficit et il faut simplifier l'administration, il faut apporter des services qui correspondent aux attentes des citoyens. Et ça, c'est une excellente chose. Nous, on le pensait d'ores et déjà, mais en matière de déontologie, c'est encore une fois ce qui a été calqué en 1999, ça a été calqué sur le secteur privé. Or, il s'avère que les startups que nous créons, parce que nous manquons de financement, on les crée trop tôt. Et donc, sur un certain nombre d'entreprises, pendant un certain nombre d'années, l'entreprise ne commercialise absolument rien. Donc, ces règles de déontologie, il faut peut-être les revoir. Et pour tout vous dire, on a même une problématique. Moi, j'ai un établissement avec lequel nous travaillons qui vient de saisir le président d'un grand organisme de recherche parce que les services des ressources humaines ont bloqué en fait un certain nombre de chercheurs qui se sont engagés dans des créations d'entreprises et peut-être de par la complexité, qui n'ont pas pris les bonnes décisions, qui ne savent pas faire parce qu'il y a aussi beaucoup de mobilité. Et donc, c'est un vrai sujet. Et en l'occurrence, voilà, il y a des règles qu'il faut un peu adapter. Mais ça, on en parle dans le livre et je pense que ça peut faire l'objet de discussions ultérieures. Donc, grosso modo, notre ambition, c'était évidemment de professionnaliser le transfert de technologies, sachant que les chercheurs étaient très créatifs. Les missions que nous avons élaborées, pour être un peu plus brève, d'une part, évidemment, il y a cette élaboration d'une stratégie d'innovation qui n'existait pas puisque les services qui étaient externalisés et qui accompagnaient ces chercheurs intervenaient de manière tout à fait ponctuelle. D'autre part, il y a deux sujets sur lesquels j'ai décidé de rester, c'est la mise en relation, c'est le partenariat industriel, mais non pas sur les partenariats. Enfin, au départ, initialement, mon objectif, c'était pas d'aller sur des partenariats très simples. On voulait que les établissements puissent faire le travail, plutôt de regarder les projets qui étaient plutôt très complexes à forts enjeux. Bon, la réalité diffère en fonction des établissements avec lesquels nous travaillons, mais ce qui faisait sens, c'est que lorsqu'un laboratoire innove beaucoup et crée des entreprises et a beaucoup de partenariats, on peut imaginer que si on négocie, notamment dans les domaines le domaine d'exploitation qui est lié à l'entreprise, si on n'arrive pas à définir très strictement, à terme, et on peut avoir des contentieux parce qu'il va y avoir un certain nombre de partenaires, et ça, on est très vigilant sur ces questions, avec lesquels on va travailler et parfois qui ont une certaine exigence, à commencer par nos propres startups, et c'est tout à fait normal, qui évidemment s'assurent avec nous qu'on ne va pas créer 5 startups sur la même technologie de rupture. Voilà, ça je le dis, c'est un exemple. Autre chose, c'est l'identification du patrimoine scientifique et valorisable. Ça, c'est ce que font très bien les établissements aussi de recherche. Mais encore une fois, ce n'était pas de refaire ce qu'ils faisaient d'ores et déjà, c'était d'être en amont, d'accompagner les chercheurs parce qu'ils sont très créatifs et qu'il y a des projets parfois qui devaient être poussés et d'autres parce que le chercheur n'avait pas envie de pousser ce projet, ce n'était pas très utile, ou alors parce qu'ils avaient publié et autres. Il y a un certain nombre de sujets. Donc, ça revient à dire à travers cette mission que, évidemment, je donne la main à partir du moment où il faut déposer le brevet aux établissements, mais pour autant, ça fait gagner du temps et aux établissements et à Langevin puisque 100% des brevets qui sont proposés sont acceptés. Et ensuite, je vous expliquerai que même au-delà, en réalité, on a une vraie stratégie puisque entre 2017 et 2023, les brevets qui ont été déposés sont valorisés à 90%. Ça veut dire qu'ils sont soit
licenciés à une entreprise, soit on les utilise pour créer une start-up. Voilà, donc ça, c'est une belle réussite, du moins ça a été salué par l'HCERS, mais c'est évidemment un souci majeur. Si des chercheurs veulent simplement se faire reconnaître d'un point de vue scientifique et qui n'ont pas de validité industrielle, c'est pas la peine d'aller déposer des brevets. Ça, c'est un conseil qu'on passe. Ouais, alors, je vais aller beaucoup plus vite. 3 missions qui n'existaient pas, c'était accompagner les chercheurs dans la création de start-up. On a aussi créé, animé un réseau des start-up et puis j'accompagne par ailleurs les CEO à toutes les étapes de la vie de l'entreprise sous différentes formes. La première mission, accompagnement des start-up dans la création d'entreprises, c'était un véritable besoin des chercheurs et moi je l'avais vu en travaillant antérieurement avec eux. Et il s'avère que, typiquement, le CNRS s'est inspiré de cette initiative pour créer son programme RISE et nous en sommes absolument ravis. Voilà. Autre point, évidemment, c'est aussi la sensibilisation des membres du LABEX et la sensibilisation des membres du LABEX, ça veut dire aussi sensibiliser les étudiants, car à l'époque, les étudiants n'étaient pas tellement sensibilisés et il s'avère que de nos jours, il existe, notamment à PSL et je suppose à Dauphine et partout, de très belles formations et nous en sommes absolument ravis. Donc ça, c'est la culture de l'innovation. Je vais aller très vite, brièvement, quelques chiffres sur les 32 chercheurs du laboratoire. En fait, on est 110, 130, ça dépend des moments. Vous avez 32 chercheurs permanents et ensuite, vous avez beaucoup de doctorants et de post-doctorants. Sur les 32 chercheurs permanents, on a 98% des chercheurs qui ont participé à un partenariat industriel, 90% qui ont contribué à un brevet d'invention et 50% qui ont participé directement ou indirectement à la création d'une entreprise. On a actuellement environ 40 étudiants d'institut qui sont impliqués dans des startups. Soit ils sont employés par la startup, soit ils sont cofondateurs ou ont l'ambition de devenir cofondateurs. On va passer parce que je crois que... N'hésitez pas à me couper. Oui, 1 minute. OK, dans 1 minute. Autre point, je vais finir sur le bilan. On a créé 8 entreprises, 2 startups. On dépose 10 à 15 brevets par an. 90% du portefeuille de brevets est valorisé. 242 emplois ont été créés. Et je vous montre les 8 startups. On en a 2 autres qu'on va créer en 2024. Et juste, j'attire votre attention, ces startups, elles arrivent à croître. Il y en a un certain nombre qui vendent des produits. On voit que, par exemple, la startup GreenerWeb, qu'on aurait pu fermer, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a été créée en 2015, si on avait fait un 80-20, eh bien, actuellement, elle vient de lever 15 millions. Elle a 85 employés. D'ici la fin de l'année, elle va aller sur 115 employés. C'est une société atypique dans la mesure où ils ne vendent pas un dispositif, ils sont sur du multi-applicatif, puisque l'objet initial, qui était le miroir, qui permettait d'optimiser les ondes dans une pièce, eh bien, ils avaient beaucoup trop d'avance. C'était la même problématique que TRCom. Eh bien, ils ont réfléchi à leur stratégie et de nos jours, ils se positionnent sur plusieurs produits, les radars, les antennes reconfigurables, la RFID et évidemment, ils continuent à vouloir pousser ce miroir à retournement temporel. Je vous remercie. Je crois que j'ai été beaucoup trop longue. Merci beaucoup, très intéressant. Je laisse la parole à Dominique Guélec pour 10-15 minutes de discussion. Puis après, on ouvrira la discussion avec la salle. Je suis sûr que tout le monde a beaucoup de choses à dire, là en particulier. Dominique, tu as la parole. Merci, merci Moub et merci de m'avoir donné l'occasion d'abord de lire ce livre qui m'a appris beaucoup de choses. J'ai tout appris notamment sur les miroirs à retournement temporel, qui est un domaine aussi fascinant que compliqué. Et puis, je voudrais dire aussi que les commentaires que je vais faire sont issus de mon expérience d'économiste et d'analyste à l'OCDE, où j'étais responsable des politiques de sciences et d'innovation jusqu'à il y a de ça quelques années. Et j'avais notamment fait un rapport sur le système de recherche et d'innovation en France en 2014. Et donc, c'est sans lien avec mes activités actuelles de conseiller scientifique à l'Observatoire des sciences et techniques, où je suis responsable d'un projet de recherche qui applique l'intelligence artificielle à la bibliométrie. Donc, tout ce que je vais dire n'engage en aucun cas le HCRF. Ne l'interprétez surtout pas dans cette direction. Donc, ce livre, pour revenir à ça, c'est une lecture que je vous recommande.
L'expérience de l'ESPCI en matière de recherche, d'innovation est extrêmement riche. Et ce que les auteurs ont fait, en quelque sorte, c'est de suivre une démarche inductive. Donc, à partir de cette expérience spécifique, mais très riche, ils ont tiré un certain nombre d'analyses plus générales. Ce que je vais essayer de faire, c'est un peu l'inverse, de partir de quelques considérations plus générales et de voir avec vous dans quelle mesure votre expérience permet donc, est consistante avec ce type de considération. Un point d'entrée assez évident et facile, c'est bien sûr la dénonciation des lourdeurs, des complexités administratives, des empilements de structures, etc. Qui n'est pas d'accord avec ça? Et je dirais que la première personne à le souligner, c'est le président Macron, qui en parlait le 7 décembre dans son intervention, sa présentation des plans pour la recherche française, où il disait lui aussi que c'était une évidence et que c'est depuis très longtemps une évidence et qu'on se demande pourquoi ça le reste. Et qu'il est effectivement très compliqué de simplifier les procédures administratives. Ceci dit, vous donnez un certain nombre de pistes dans le livre et le président Macron en donnait également. Donc pour reprendre ce qu'il disait, et je pense que là vous vous retrouvez tout à fait dans ces mots, il parlait notamment de changer le paysage, comment dire, la structure institutionnelle de la recherche française, notamment l'articulation entre les grands organismes pour lesquels il verrait plus un rôle de programmation, en donnant le rôle d'opération de la recherche en quelque sorte aux universités, à des universités véritablement autonomes, ce qui n'est pas complètement le cas, pas complètement le cas aujourd'hui. Donc voilà, pour l'orientation très générale. Et je m'interrogeais à ce propos sur le fait que le SPCI soit maintenant membre éminent de PSL. Qu'est-ce que ça a changé à votre vie? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que éventuellement ça vous a retiré? Puisque les regroupements font partie de la construction d'universités autonomes et l'autonomie implique la puissance, donc d'une certaine façon la taille. Donc un plan de changement, d'évolution, de réforme des paysages de la recherche en France. Et ce qu'on voit dit de façon assez, je pense, assez explicite dans votre livre, c'est la référence à ce qui serait un peu un modèle dual. Enfin, vous insistez au moins sur un aspect. Pour la recherche fondamentale, vous nous dites que c'est le modèle approprié, c'est un modèle tiré par les chercheurs. On donne de l'argent aux chercheurs. Ils connaissent leur travail, ils savent ce qu'ils peuvent trouver, éventuellement ils le trouvent, et puis on vérifie ex post qu'ils ont bien trouvé des choses. Et puis s'ils n'ont pas trouvé, question que fait-on? On reviendra sur cette question qui est extrêmement épineuse. Et on pense que les applications vont découler naturellement de ces inventions fondamentales. Alors vous nous avez donné l'exemple exactement lequel, de cette découverte qui aboutit plus ou moins au sonar et qui avait été faite 36 ans avant. Alors la question qui vient naturellement aux contribuables que je suis, qui donc paye pour la recherche en France, serait face à tous les grands défis dont vous nous avez parlé, que ce soit l'environnement, la société, les inégalités, l'inclusion, que ce soit la croissance, etc. Est-ce qu'il va falloir qu'on attende 36 ans et d'avoir de la chance pour que des inventions, finalement, issues de la recherche fondamentale servent ou pas? Je veux dire que, quelque part, lorsqu'on prend l'autre point de vue, qui est celui des utilisateurs de la recherche, on aimerait avoir un peu de pilotage. On se dit, on ne va pas compter que sur la chance, on veut aussi orienter les recherches. Alors je comprends bien qu'on peut avoir un modèle dans lequel, à un bout, on aurait une recherche très fondamentale pilotée par de grands esprits et des structures sont en place pour vérifier que les grands esprits font bien ce travail, avec tout ce que ça peut apporter d'utile
à la connaissance en général, qui est déjà un but pour la recherche, et puis dans des applications. Et puis à l'autre bout, on voudrait un système de pilotage pour toutes les recherches appliquées à l'économie. Et là, ça ne peut pas être piloté par les chercheurs. C'est la société qui a ses besoins, des mécanismes démocratiques sont en place pour que les besoins prioritaires soient identifiés et pour que les ressources publiques soient allouées en fonction de ces besoins prioritaires. Donc on voit qu'on a là deux modèles qui ont des logiques quelque part opposées. On a besoin des deux, on est tout à fait d'accord, mais ça pose deux questions. Première question, comment répartit-on les ressources entre les deux? Alors dans un monde parfait, on donnerait le maximum aux deux. Dans un monde économique, je dirais, avec des ressources rares, on est obligé à un moment de tracer une frontière. Est-ce qui va aux uns ne va pas aux autres? Donc, ce qu'on va donner comme ressources récurrentes à des laboratoires, on ne le donnera pas forcément à des programmes finalisés, à des financements sur projet, etc., et vice-versa. Donc, où mettons la limite? Selon quel mécanisme décide-t-on qu'il faille faire l'un ou l'autre? Deuxième problème de ce modèle dual, qui encore une fois, je le dis, est certainement le seul qui soit viable, mais qui n'est pas un modèle simple. Deuxième problème, comment articulez-vous ces deux pôles? Alors, on a le modèle idéal quelque part, c'est le fameux cadran de Pasteur. Pour ceux d'entre vous qui avaient lu ce livre des années 90, on nous dit Pasteur, c'est la recherche avec des applications. Il travaille sur la fermentation, etc., sur la bactériologie, et il trouve les bactéries au passage, les microbes, il trouve des tas de choses. Il met à jour les mécanismes de la fermentation. Donc, on a de l'appliqué qui mène au fondamental. Là, on a le meilleur des deux mondes. Et c'est quelque chose qu'on aimerait avoir à grande échelle. Ce n'est pas toujours évident. L'articulation peut être beaucoup plus compliquée entre le fondamental et l'appliqué. Et ça renvoie encore une fois à la question donc des modes d'imbrication des deux. Alors, vous nous avez parlé du fait qu'il est important d'impliquer les chercheurs, y compris dans la croissance des entreprises qui sont fondées, et je pense que c'est tout à fait vrai. On peut se dire aussi qu'il est peut-être important d'impliquer des personnes qui ont une meilleure perception du marché plus en amont dans la recherche. Et là, j'aimerais entendre votre point de vue là-dessus. Si on prend encore plus de recul par rapport à ce qui se passe, cet empilement de structures, etc., dont vous avez parlé, bon, on en parlait dans ce rapport de l'OCDE de 2014, et le diagnostic qu'on faisait, en gros, c'était que le système français était au milieu du gué. On avait hérité d'un système administré dans l'après-guerre, il correspondait très bien à l'époque, etc. Et puis, les temps ont changé, on voulait évoluer vers un modèle, on dira, plus décentralisé, plus flexible, dont les pays anglo-saxons offrent un certain modèle. Mais bon, il ne s'agit pas de suivisme pour autant. Et la France était au milieu du gué. Elle y était depuis un moment déjà. Donc, on avait gardé les anciennes structures, on en avait mis de nouvelles en place, et sans enlever donc les anciennes, et on avait multiplié la complexité en ayant des institutions devant interagir, mais obéissant à des logiques absolument, sinon incompatibles, au moins difficilement compatibles. Bon, il s'avère que 10 ans après ce rapport, on est toujours au milieu du gué, et l'eau ne s'est pas réchauffée entre-temps. Certaines réformes ont avancé et d'autres pas, mais en même temps, le monde a changé. Cette évolution vers un modèle plus décentralisé, c'était, je dirais, dans un monde global où on voyait plus la puissance des marchés, la globalisation et un certain recul de l'État, pas forcément financièrement, parce qu'il y a des tas de raisons pour lesquelles l'État financièrement devient de plus en plus gros, mais en tout cas en termes de régulation économique et de rôle dans l'innovation, dans la concurrence, etc. Un rôle croissant des marchés, donc on peut parler de néolibéralisme si on veut. Le monde a un peu changé depuis. Le monde a un peu changé, on l'a vu avec la montée de défis globaux liés à l'environnement, avec la montée des nationalismes auxquels on assiste, avec le vieillissement
qui implique que de plus en plus de ressources sont allouées de façon collective aux retraites, avec la montée des problèmes de santé. Et là aussi, le public a un rôle important par rapport au marché. En tout cas, il y a beaucoup de facteurs qui font que le rôle des États dans les économies, au niveau mondial, a commencé à croître et est de plus en plus important. Vous avez mentionné le plan américain, l'IRA, c'est 2000 milliards de dollars, quelque chose comme ça. Le président Xi Jinping, dans son intervention auprès de l'Assemblée nationale chinoise, il y a de ça 2-3 semaines, annonçait un renforcement très significatif des ressources publiques allouées à la recherche, à l'innovation en Chine. En tout cas, on n'est plus dans le monde où on cherchait à tout prix à faire avancer le marché, la décentralisation, etc. On est dans un monde où les grands programmes publics, pilotés de façon plus centralisée, sont en train de reprendre l'initiative, ce qu'on appelait donc les grands programmes dans le modèle français qu'on aimait tellement dans les années 60, qu'on a laissé un peu tomber depuis. Donc je me demandais comment vous verriez, vous, l'articulation de votre vision, très supply push, en quelque sorte, poussée par les chercheurs, comment peut-elle s'intégrer à ces évolutions macroscopiques du monde et de la France. Je terminerai juste par 2 petites remarques, plus petites. Concernant les transferts de technologie, vous avez une analyse qui correspond tout à fait à ce que tout économiste pourrait dire ou penser concernant les différents mécanismes de transfert, les publications, les brevets, les créations d'entreprises. Il y en a un qui manque, c'est c'est les cerveaux humains, c'est la mobilité des personnes. Avant tout, le placement des docteurs, mais également la mobilité des chercheurs, même si en France, c'est un peu un oxymore quand on parle de mobilité des chercheurs publics-privés. C'est quelque chose qui est pas très répandu. En tout cas, quand toutes les enquêtes auprès des entreprises dans tous les pays qui leur demandent comment font-elles pour accéder éventuellement aux connaissances issues de la recherche publique, le mécanisme qui vient en tête largement, les autres sont parfois ignorés. Les entreprises lisent très peu les publications en vérité. Ce sont d'embaucher des gens qui ont fait la recherche ou qui étaient impliqués dans la recherche, etc. Donc je me demandais comment l'ESPCI se positionne par rapport à ça, surtout qu'en tant qu'école d'ingénieurs, j'imagine qu'elle produit beaucoup de personnes qui sont impliquées dans cette mobilité. Et puis dernier point, vous avez parlé du scale-up, du passage à l'échelle. Et là, c'est un problème traditionnel en France et en Europe. Lorsque on a une entreprise un peu de niche, et ça n'a rien de péjoratif, dire le monde est fait de millions de niches avant tout, quelques millions, c'est bien. Quand on est Mistral, par exemple, et qu'on veut monter en échelle, il faut 400 millions. 400 millions. Et ce n'est pas le dernier tour de table pour eux, on peut leur souhaiter d'en avoir d'autres. 400 millions, on ne trouve pas ça en France. 400 millions, et ils ont trouvé essentiellement sur les marchés américains. Quelques Français ont payé. Ce sont des capitaux risqueurs américains qui ont mené d'ailleurs cette levée de fonds. Donc, en France, on a une institution qui s'appelle la BPI, qui est chargé un peu aussi d'aider pour ce genre d'opération, donc de croissance, de développement des entreprises. Et j'étais étonné, je n'ai pas vu de référence à la BPI dans votre livre. Alors, est-ce que le SPCI ne travaille pas avec la BPI? Est-ce que vous tombez entre les mailles du filet? Enfin, est-ce que les programmes actuels de la BPI ne correspondent pas à vos besoins, ce qui serait intéressant pour la BPI elle-même? Donc, c'était donc ma dernière question. Encore une fois, je recommande la lecture à toutes les personnes qui s'intéressent non seulement au miroir à retournement temporel, mais également à la recherche et à l'innovation en France aujourd'hui. Merci beaucoup Dominique, tu as vraiment joué le rôle de discutant pour poser des questions et aussi, ça me permet d'adhérer complètement à ta remarque sur la mobilité internationale des chercheurs, puisque effectivement c'est les taux de rétention des diplômés hiérarchisent très fortement les pays. On voit que les États-Unis tirent bien leur épingle du jeu dans ce domaine. Donc je vous laisse la parole pour répondre brièvement si vous pouvez à Dominique, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Puis ensuite je donnerai volontiers la parole à la salle pour quelques questions.
Juste brièvement, parce que Arnaud va d'abord intervenir par rapport à la BPI. En réalité, on en parle, j'en parle, notamment quand je parle des entrepreneurs, mais l'objectif du livre, il est vrai, c'était de sensibiliser notamment les scientifiques, mais également les étudiants et peut-être aussi à terme le grand public. Et je vais vous dire très honnêtement, dans ce livre, on ne dit pas tout et j'aurai un certain nombre de choses à dire puisque la BPI, on travaille vraiment de manière très rapprochée, évidemment, toutes les startups, puisque c'est la BPI qui centralise tout de nos jours, tous les financements, ce qui n'était pas le cas en 2012, entre parenthèses. Voilà. Donc, je laisse Arnaud et je reprends. Je vais essayer de reprendre les différents points, mais en étant toutefois assez bref, peut-être en commençant par le dernier. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre lecture, pour votre éclairage et toutes ces questions passionnantes. S'agissant du scale-up, effectivement, je pense qu'il serait illusoire de penser que nous aurons un jour suffisamment de capitaux pour investir dans nos startups en France. Et d'ailleurs, il n'est pas mauvais en soi que certaines de nos startups passent dans le giron de l'étranger. C'est aussi un des moyens qu'elles trouvent pour croître. Simplement, ça pose la question à terme, malgré tout, de l'emploi en France. Et s'agissant de l'exemple particulier de Supersonic Imagine, l'objectif affiché à l'époque, au moment où la start-up a été créée, c'était bien de recréer un tissu industriel dans le domaine de l'imagerie médicale. Et donc, quand on voit que nous n'y sommes finalement pas parvenus et que la société a trouvé les moyens de sa croissance à l'extérieur, c'est vrai que c'est un petit peu navrant pour nous, mais pour autant, je pense qu'il y a une partie de la solution est quand même celle à l'adossement à des grands groupes. C'est dans une logique d'open innovation, une idée qu'on essaie de développer dans le livre, c'est-à-dire que au-delà de l'entrée en bourse, qui peut rarement se faire au bout de 5 ans s'agissant d'une entreprise deep tech, on a peu d'exemples en la matière. On peut penser à des exemples emblématiques comme par exemple l'alliance Pfizer-BioNTech. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'une start-up, notamment ici dans le domaine des biotech en l'espèce, peut trouver en s'adossant à un grand groupe le moyen d'ouvrir son marché et d'avoir accès à des clients et à des plateformes industrielles qu'elle n'avait pas en tant que start-up. Donc je pense qu'il y a quand même un coup à jouer et que malgré tout, on est confronté en France, je pense, à une forme d'aversion au risque de la part des grands groupes industriels. Et je prends également l'exemple de Time Universal Communications où au fond, un certain nombre de grands groupes industriels que je ne citerai pas se sont dit extrêmement intéressés par la technologie du renversement du temps, mais lorsqu'il s'est agi d'entrer dans le dur et de signer un contrat de collaboration, nous n'y sommes jamais vraiment parvenus. Et je terminerai en disant que la difficulté supplémentaire, c'est que, on le sait tous, la France s'est quand même considérablement désindustrialisée. Aujourd'hui, le secteur industriel représente environ 10% du PIB. Dans les années 70, c'était 20%. En Allemagne, c'est 20%. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle on ne trouve plus aujourd'hui, même parfois, d'acteurs industriels dans certains domaines auxquels on puisse s'adosser. Au-delà même de la question du volume des capitaux qui seraient nécessaires pour faire croître certaines de nos entreprises. Euh, pour reprendre peut-être maintenant le premier point sur la question de ce système dual, je crois qu'on a peut-être trop insisté sur l'idée qu'il fallait soutenir, et ça on le pense vraiment, une recherche fondamentale du meilleur niveau, et qu'en laissant la liberté aux chercheurs de développer leur recherche, on en tirera toujours quelque chose. Cela étant, il faut effectivement tirer la corde par les deux bouts, et c'est ce qu'on fait à l'Institut Langevin, c'est-à-dire qu'on a moins insisté sur le sujet, peut-être parce que c'est plus classique, mais on a également un volume très fort d'activités de recherche partenariale. Et pour prendre d'autres exemples que celui de l'Institut Langevin, on peut citer celui de Pierre-Gilles de Gênes, dont beaucoup de recherches ont été conditionnées par des problématiques industrielles. Des recherches très amont pour autant, mais qui avaient été conditionnées par des problématiques industrielles qui lui avaient été posées donc, par un certain nombre de grandes entreprises. Donc je pense qu'il faut les deux, il faut effectivement les deux, incontestablement. Et pour voir comment mettre les deux en place à une échelle plus globale, c'était aussi une question que vous aviez. Finalement, je pense qu'aujourd'hui, on souffre en France probablement d'avoir trop de guichets de financement et de ne pas savoir choisir pour ces guichets. Faut-il délibérément, au moyen de ce guichet, soutenir une recherche fondamentale de haut niveau et avec tel autre guichet, plutôt une recherche dirigée? C'est là qu'il y aurait un choix à faire. Je pense qu'on est un peu dans le flou, y compris parfois s'agissant de l'ANR. Donc je pense qu'il faut d'une part une recherche fondamentale qui soit soutenue au meilleur niveau et qui finira par porter ses fruits, mais peut-être à échéance de 5, 10, 15 ou 20 ans dans certains cas. Et par ailleurs, il faut effectivement, comme ça a pu être le cas à l'époque du général de Gaulle par exemple, un équilibre avec
un certain nombre de grands projets industriels, mais qui visent vraiment à la réindustrialisation de la France. Là où parfois, dans le contexte des PEPR, on a du mal à savoir si on est plutôt dans le domaine de la recherche fondamentale ou de la recherche appliquée. Sur le site du PIA, on trouve ces termes innovation dirigée à propos des PEPR. Moi, j'y vois presque un oxymore. Donc, je crois qu'il faudrait plus de clarté dans l'idée que certains guichets sont délibérément là pour financer une recherche amont de très haut niveau. Et par ailleurs, il faut effectivement, sur quelques sujets bien identifiés où on est mûr pour passer au stade industriel, là, l'État a un rôle extrêmement important à jouer et on est dans le domaine de la recherche appliquée. Et peut-être pour terminer de répondre brièvement sur ce point, vous avez cité Pasteur, je le cite à mon tour. Pasteur disait il n'y a pas d'un côté la recherche fondamentale et de l'autre la recherche appliquée. Il y a la recherche et ses applications unies l'une à l'autre comme le fruit est uni à la branche de l'arbre qu'il a porté. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup insisté sur cet aspect-là, un peu moins sur l'autre, mais il y a évidemment la place pour à la fois une recherche fondamentale soutenue au meilleur niveau et d'autre part un certain nombre de grands projets à vocation plus immédiatement industrielle. Et brièvement, je vais compléter ce qu'a dit Arnaud. Donc, effectivement, on est biaisé parce qu'en réalité, le SPCI est une école d'ingénieurs. Donc, si Langevin avait été un laboratoire dans une autre entité, une université, qu'ils étaient beaucoup plus hors sol, c'eût été différent. Donc, c'est vrai qu'on insiste plus sur le financement de la recherche fondamentale parce que ce qui nous pénalise en réalité ces dernières années, c'est qu'on a beaucoup de financements fléchés numériques, IA, au point que, par exemple, le concours iLab, qui est un concours classique, on est incapable de cocher la case parce qu'on est sur des dispositifs qui ne rentrent pas tout à fait dans les cases, justement. Autre chose, vous demandiez l'apport de PSL, et c'est un apport qui est essentiel. Le SPCI est connu et a un partenariat de longue date, notamment à travers Jacques Leviner, Mathias, qui sont assez proches aussi du Technion en Israël, des gens qu'on connaît très bien. PSL a eu l'intelligence de proposer, et là je vais parler dans le domaine de l'innovation, de la flexibilité, un véritable apport. Il travaille différemment d'un certain nombre d'acteurs. Donc en ce qui nous concerne, le SPCI n'a pas les moyens de gérer tous les brevets, ni même d'ailleurs de payer. Alors ça, je parle sous ton contrôle, Arnaud, mais il n'empêche que c'est donc PSL qui s'occupe de cette mission et qui a créé par ailleurs un écosystème intelligent. Et je crois qu'il faut saluer le travail qui est fait, et parce que en réalité, il y avait un véritable écosystème et les gens échangent et ils sont pas du tout. Et parce que cet écosystème de PSL est très diversifié, ça permet d'enrichir. Et d'ailleurs, là, on rejoint les préconisations de James Moore qui expliquait que l'écosystème d'affaires, avec je ne sais plus quel autre américain, qui expliquait qu'il fallait décentraliser, favoriser les essences, qu'un institut, qu'un organisme ne capte pas la valeur, qu'on respecte l'éthique, etc. Voilà. Et en tout cas, je crois qu'ils savent très bien le faire chez PSL et nous, on l'apprécie. Ce n'est pas le cas dans tous les établissements, les organismes de recherche. Je crois que sinon, pour le reste, ça a répondu, parce que je sais que je vais être trop longue après. Merci beaucoup, en tout cas, merci pour vos réponses. Je vous laisse la parole. N'hésitez pas à intervenir, poser des questions. On peut déborder un tout petit peu. Je sais que Valérie me regarde en disant, mais non, c'est 45, mais bon, pour la recherche, on peut, on peut, on peut, on peut déborder un petit peu, pas trop, mais un petit peu. Voilà. Bon, pas de question. Moi, puisque tu as cité Pasteur et l'image, l'allégorie de l'arbre et des fruits, en réalité, si on suit la logique, il faudrait concentrer tout sur l'arbre, puisque les fruits tombent de la recherche. Or, aujourd'hui, on voit apparaître quand même une certaine dispersion des fonds publics en matière de recherche appliquée justement. Moi, ça me désole que depuis tant d'années, le rapport de l'SDE, celui de France Stratégie, nous disions sans arrêt, en particulier les économistes ont beaucoup insisté là-dessus, sur le fait que le CIR qui coûte 7 milliards à 8 milliards par an, c'est le crédit d'impôt recherche, soit distribué à 40% aux entreprises de services, en particulier de la grande distribution, et qu'ensuite il soit distribué aux têtes de groupe au lieu d'être dirigé vers les facteurs de production. Est-ce que ce n'est pas un problème du dilemme dont parlait tout à l'heure Dominique, à savoir finalement comment arbitrer entre les appels à projets et puis les ressources à donner, tu l'as très bien dit Dominique, qui reposent sur les capitaux humains, sur les individus au laboratoire. Voilà.
tout à fait d'accord avec ça. Évidemment, je pense que le CIR, il conviendrait sans doute de le réformer dans l'idée qu'il profite plus directement aux jeunes entreprises innovantes. C'est en partie le cas aujourd'hui déjà, mais avec l'idée aussi peut-être que cela inciterait sans doute dans une certaine mesure les grands groupes industriels justement à détecter des pépites qui pourraient s'adosser à eux, parce qu'on sait bien que c'est tout l'intérêt de la logique d'innovation ouverte, que les grands groupes industriels ont intérêt à aller chercher l'innovation là où elle est, c'est-à-dire bien souvent dans les startups et en particulier, mais pas seulement, dans les startups deep tech à vocation industrielle et sortant des laboratoires de recherche. Vous censurez pas, hein, vous pouvez dire. J'ai peut-être ajouté une chose par rapport à ce que dit Arnaud, c'est qu'on voit de nos jours qu'il y a une évolution quand même de cet écosystème français parce qu'on a un certain nombre de nos startups qui sont approchées par des industriels et donc ça facilite beaucoup les choses, notamment la société Greener Wave. Elle a été largement aidée par Plastic Omnium et c'est vrai que on a une autre entreprise qui s'appelle Sharpeye et là on est sur du dispositif médical et il y a un rapprochement qui se fait avec un industriel français et donc ça permet en fait de se projeter, on va dire, sur du court terme, puisque va pouvoir cette start-up va pouvoir travailler avec cette entreprise qui a un marché mondial et donc ça va nous faciliter l'accès au marché. Voilà, donc on sent quand même qu'il y a un état d'esprit qui change en France, mais notamment auprès des industriels. En revanche, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, me semble-t-il, c'est l'allocation qui est faite sur les financements. Il est vrai que on voit très bien, même de nos jours, que les investisseurs, ils ont vraiment plus envie d'investir sur des plateformes parce qu'ils ont une contrainte de temps à court-termiste et que le risque, c'est quand même pas complètement en France qu'on les prend, ça reste quand même. Et nous, on le voit, les Chinois et les Américains qui n'hésitent pas à mettre des sommes faramineuses justement pour pousser un certain nombre de sujets. Bien, merci. Pas d'autres remarques? Alain, l'initiative Macron? Non, tu vas pas t'engager maintenant. On a beaucoup de choses à dire là-dessus. Cédric Denis-Rémy, Merci, vice-président, justement, innovation, merci beaucoup. partenariat. Je peux pas m'en empêcher parce qu'évidemment, j'ai eu l'occasion d'écouter à plusieurs reprises. Encore merci pour cette présentation. On a cette chance d'avoir cet écosystème qui se transforme. L'Institut Langevin avait peut-être 20 ans d'avance. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que, bah, comme vous l'avez annoncé, on les attend. On attend l'Institut Langevin sur des tas de projets parce que fondamentalement, cette avance a été capitalisée. On a créé depuis un fonds d'investissement. On a beaucoup de fonds qui se sont créés. Greener Wave a été financé par le Fonds Innovation Défense. On a des tas de startups qui sont financées. Moi, ma petite question, c'est dans votre retour d'expérience, parce que c'est surtout ça à en tirer. Vous avez créé ce pôle avec un ancrage local, avec une spécialiste que vous avez fait venir, Daphné, là-dessus. C'est peut-être surprenant de se dire qu'on va faire venir une spécialiste juridique, parce qu'on va se dire, oh là là, mince, des juristes qui vont nous poser des questions supplémentaires. Quelle serait la remarque aujourd'hui, puisque du côté de PSL, on a créé un service mutualisé qui fonctionne très bien. Aujourd'hui, on est en train d'essayer d'avoir des correspondants dans les sites. On essaye de sensibiliser, on met de la formation. Quels conseils vous pourriez donner par rapport à ce retour d'expérience pour avoir un maillage, et on y tient tous, au plus proche du terrain, tout en ayant un effet d'échelle sur des créations de start-up? Je pense que Daphné complétera, mais d'un mot, je pense que le grand intérêt qu'il y avait d'avoir une juriste au pays des physiciens, c'était que du coup, elle a pu appréhender la stratégie d'innovation à l'échelle de tout le laboratoire, là où, je le disais tout à l'heure rapidement, lorsqu'une structure de valorisation se voit confier l'un de nos projets, elle n'a pas connaissance des autres projets potentiels. Et donc ça pose toute la question notamment du domaine d'exploitation, que l'on est capable du coup de circonscrire comme il faut, de façon à pas pénaliser d'autres projets qui pourraient être au cœur également des activités du laboratoire. Pour autant, ce modèle n'est probablement pas transposable partout, mais il y a quand même cette idée que Daphné n'est pas seulement une aiguilleuse du ciel qui va recommander aux chercheurs d'aller s'adresser à tel ou tel guichet, mais bien quelqu'un qui a bâti au plus près des chercheurs une stratégie d'innovation. Et je souligne d'ailleurs au passage que c'était un vrai pari parce que du coup, nous avons demandé aux tutelles de nous donner une grande liberté puisque les négociations, notamment avec les partenaires industriels, étaient menées très en amont par Daphné avec l'accord des tutelles. Et je souligne en particulier que le CNRS nous a beaucoup aidé à l'époque. Son président de l'époque n'était autre qu'Alain Fuchs, ici présent. Bien. Moi, je vais rajouter
2, 3 choses. Alors, déjà, j'étais une juriste, mais je dois l'avouer, j'étais une juriste qui avait étudié le droit communautaire et européen et en l'occurrence, le droit de la concurrence. Et d'ailleurs, c'est un vrai problème, je vais vous dire très honnêtement, je travaille avec tous les établissements publics. C'est un vrai problème côté établissement public, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas ce qu'est le droit de la concurrence. Et concrètement, nous, on explique qu'à l'Institut Langevin, on fait de l'open innovation, c'est-à-dire que nos startups qui sont issues du laboratoire, évidemment, on leur donne des conditions privilégiées lorsqu'on négocie des accords. Les établissements ne le comprennent pas et mettent en avant le droit de la concurrence. C'est notamment la problématique des aides d'État, qui n'est pas un problème dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne, puisque lorsque l'on crée une activité nouvelle et que de surcroît on ne vend rien, en réalité, il n'y a pas d'aide incompatible, parce que pour que l'aide soit incompatible, il faut que le marché en soit affecté. Bref, je dis ça en passant. Donc, le droit de la concurrence a certainement beaucoup aidé. Je ne viens pas initialement du monde de la recherche, en réalité. Donc, c'est vrai que j'avais peut-être aussi l'habitude de travailler d'abord en réseau. J'ai œuvré notamment à Bruxelles. Ça aide pas mal. C'est pas l'administration française. Et puis, j'ai travaillé ensuite pour le ministère de l'Intérieur. Et là encore, avec les pays de l'Est candidats à l'Union. Donc, l'idée, c'était de les aider sur un certain nombre de sujets. Donc, certainement, je savais travailler en mode projet. Et très honnêtement, je suis arrivée par hasard au CNRS. Et ce que j'ai aimé au CNRS, ce sont les scientifiques, ça tombe bien. Alors, c'était évidemment pas forcément au départ l'administration, sauf que j'ai eu la chance d'être au siège du CNRS, et au siège du CNRS, et les directions à l'époque avaient cette capacité non seulement à se remettre en question, parce que par ailleurs c'était dirigé, alors je ne peux pas faire rugir Alain Fuchs, mais c'est vrai que c'était Alain Fuchs et ses prédécesseurs, c'était des scientifiques qui avaient la capacité à se remettre en question en fonction aussi des évolutions. Donc il est vrai que le pôle innovation, on l'a créé à partir de mon expérience et des choses qu'on avait pu identifier. En revanche, et on le dit dans le livre, c'est bien l'intelligence collective. Moi, j'ai appris autant que les scientifiques ont appris. Et peut-être pour finir, si j'avais un conseil, et vous l'appliquez déjà en réalité, mais puisque vous avez mis en place un nouveau système pour être au plus proche des laboratoires, c'est justement, de prendre en compte les spécificités, de ne pas appliquer de politique générale, ça n'a aucun sens, parce que au final, chaque structure est différente. D'aider les chercheurs à créer ces stratégies d'innovation, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font, et surtout d'être à l'écoute en réalité. Et ça, vous le faites déjà, je l'ai déjà vu. Mais c'est vrai que, voilà, ce seraient les conseils que je donnerais brièvement. Bah, merci beaucoup. En plus, on a fini à l'heure, grâce à vous. Voilà, comme ça, on se fera pas engueuler. Peut-être, Dominique, tu souhaites. Bon, voilà, mais écoutez. Juste pour encore une fois encourager tout le monde à lire ce livre qui est rempli comment dire, de pensées positives et de bonnes nouvelles. C'est vrai que Oui, oui. dans l'air du temps, Voilà. ça fait du bien. Bon, alors, merci infiniment. Merci, je remercie la direction de la communication qui est toujours fidèle et très présente pour ces événements. Et ce sera diffusé en replay, c'est ça, Valérie? Donc, voilà, votre message va passer les frontières de ceux qui étaient à distance et de l'université pour pouvoir être diffusé massivement. Et effectivement, moi, quand j'ai commencé à lire ce livre, j'avais été vraiment extrêmement intéressé. Et la séance que vous venez de nous permettre d'écouter en a fait la preuve. Et merci beaucoup à tous les deux. Merci à Dominique aussi. Et puis à très bientôt pour un autre séminaire Agir sur un autre sujet.